Penses-tu connaître les gens autour de toi? Crois-tu pouvoir repérer quand quelqu'un est toxique, quand une énergie est pesante, quand un comportement franchit la ligne de l'acceptable? Mais si je te disais que les vrais dangers ne sont pas évidents, que les personnes les plus destructrices sont souvent charmantes, gentilles, parfois même des membres de ta famille, et que pendant que tu essaies de te protéger des méchants évidents, tu ouvres les portes de ton esprit à quelque chose d'infiniment plus dangereux, l'inconscient des autres envahissant le tien? Carl Gustav Jung a consacré sa vie à étudier ces dynamiques cachées. Dans son ouvrage L'ego et l'inconscient, il révèle que la majeure partie de ce qui nous gouverne vraiment échappe à notre contrôle conscient. Cela ne s'applique pas seulement à toi, cela s'applique à tout le monde. Et c'est précisément là que réside le danger. Car quand quelqu'un est aveugle à sa propre obscurité, cette ombre cherche un hôte, et souvent, cet hôte, c'est toi. Peut-être n'as-tu jamais pris le temps d'y réfléchir, mais fais-le maintenant. Combien de fois t'es-tu senti vidé émotionnellement après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois as-tu été blâmé pour quelque chose que tu n'as pas fait ou traité comme le sauveur d'une tragédie qui n'était même pas la tienne? Jung appelait cela la projection, un mécanisme inconscient où l'autre projette sur toi ce qu'il refuse de voir en lui-même. À partir de ce moment, tu cesses d'être une personne pour devenir un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un héros idéalisé. Et toutes ces images ont un point commun. Aucune d'elles n'est vraiment toi. Mais le plus effrayant, c'est que souvent, tu ne réalises même pas que tu es dans ce jeu. Tu penses que tu aides, que tu fais preuve d'empathie, que tu es mature. Pendant ce temps, tu t'enfonces dans un champ psychologique qui n'est pas le tien, essayant de résoudre des conflits qui ne t'appartiennent pas, manipulés par des dynamiques que tu n'as pas créées mais qui te contrôlent désormais. Et il ne s'agit pas seulement de personnes mal intentionnées. Jung l'a clairement dit, les plus grands dangers ne viennent pas des pervers conscients, mais des inconscients non intégrés. Ce sont ceux qui vivent aliénés de leur propre psyché, dominés par des masques, des traumatismes, des complexes et des désirs refoulés. Ils ne sont pas mauvais, ils sont dangereux, et ce danger est silencieux. Ils n'entrent pas par la grande porte, ils s'infiltrent lentement, jour après jour, à travers de petits commentaires, des accusations voilées, des silences lourds, jusqu'à ce que tu commences à douter de toi-même. Et quand tu perds le contact avec ta propre réalité psychique, tu deviens une partie de leur ombre. Peut-être vis-tu exactement cela en ce moment, dans une relation, une amitié, un environnement de travail, ou même au sein de ta propre famille. Et peut-être te blâmes-tu, essayant de comprendre ce qui ne va pas chez toi. La réponse est « rien ». Mais il y a quelque chose de profondément problématique dans la manière dont tu es utilisé comme un réceptacle pour l'inconscient de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons exposer, un par un, les 6 types de personnes que Jung identifierait comme émotionnellement dangereuses. Des types qui agissent non pas avec une malice délibérée, mais avec des forces internes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, et c'est pourquoi ils sont si destructeurs. Nous utiliserons les mots de Jung, ses concepts et ses avertissements, directement tirés de ses œuvres comme Ion, l'ego et l'inconscient, et archétype et l'inconscient collectif, pour te montrer comment reconnaître ces profils. Mais plus encore, nous ouvrirons tes yeux à la possibilité que, peut-être, l'un ou plusieurs de ces profils se trouvent aussi en toi. Es-tu prêt? Alors prends une profonde inspiration et avance. Mais sois averti, après avoir entendu ceci, tu ne pourras plus regarder les gens, ni même toi-même, de la même manière. Imagine vivre avec quelqu'un qui te blâme pour tout ce qu'il ressent, qui transforme ta présence en déclencheur, qui te fait sentir responsable d'émotions que tu n'as jamais causées. Au début, il semble fragile, sensible, profond. Mais avec le temps, tu réalises que tu es entraîné dans un champ de bataille qui n'est pas le tien, et où tu es déjà en position de faiblesse. C'est l'inconscient manipulateur, quelqu'un qui ignore ses propres blessures, mais les projette sur les autres comme une forme de survie psychique. Jung a dit « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme destin. » Et souvent, ce destin a un nom, un visage, et partage ta table. L'inconscient manipulateur est dominé par des contenus refoulés, des traumatismes non intégrés,
des fragments émotionnels non traités. Au lieu de regarder en lui, il te vise et fait de toi une toile pour ses conflits internes. Ce type de personne vit dans un état de projection chronique. Selon Jung, projeter est une fonction inévitable de la psyché, mais si elle n'est pas reconnue, elle devient destructrice. Dans À l'ego et l'inconscient, il affirme que la projection provoque une sorte d'aveuglement psychique, une prison où l'autre cesse d'être vu tel qu'il est et devient un symbole de ce qui est caché en nous. C'est exactement ce que fait l'inconscient manipulateur. Il ne te voit pas. Il voit une partie perdue de lui-même et réagit comme si c'était réel. Ces personnes se positionnent souvent comme des victimes. Tout ce qui arrive est la faute de quelqu'un d'autre, jamais la leur. Quand elles ressentent de la colère, c'est parce que tu l'as provoquée. Quand elles sont tristes, c'est parce que tu les as déçues. Quand elles se sentent inférieures, c'est parce que tu penses être supérieur. Cette distorsion est si subtile que tu commences à te questionner. Ai-je vraiment été insensible? Ai-je dit quelque chose de mal? Suis-je toxique? Et ainsi, la manipulation s'opère sans qu'un cri ne soit poussé, sans qu'une demande directe ne soit faite. Tout est émotionnel, inconscient et absolument efficace. Pire encore, ces personnes sont souvent charmantes. Elles ont du charisme, de la sensibilité, une aura d'intensité émotionnelle. Cela crée un piège, car tu penses pouvoir les aider, les guérir, les comprendre mieux que les autres. Mais en réalité, tu sacrifies ta santé psychique en essayant de sauver quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Et plus tu essaies, plus tu t'enfonces. Jung nous avertit que ces schémas de projection sont particulièrement dangereux, car ils te placent dans un rôle symbolique. Sauveur, ennemi, traître, père, mère, tout sauf celui que tu es vraiment. Vivre dans un lien symbolique, c'est vivre dans une illusion. Tu cesses d'être vu comme un sujet et tu es traité comme un reflet déformé de l'inconscient de l'autre. La seule façon de te protéger d'un inconscient manipulateur est de développer ta conscience. Reconnaître les schémas, couper les fils invisibles qui te relient au récit émotionnel de cette personne. Et surtout, te demander constamment si ce que tu ressens t'appartient ou a été induit. Car l'inconscient manipulateur n'envahit pas ta vie violemment. Il entre par la brèche de ton empathie. Et une fois que tu reconnais ce schéma, l'étape suivante est de comprendre comment il se déguise encore plus profondément avec le masque de la persona, celui qui non seulement projette, mais agit et vit pour apparaître comme quelque chose qu'il n'est pas. Dans la section suivante, nous explorerons le porteur de la persona et comment il représente l'un des plus grands risques psychologiques soulignés par Jung. Car si l'inconscient manipulateur projette ses conflits sur toi, le porteur de la persona peut t'entraîner dans un monde où même toi, tu oublies qui tu es vraiment. Tout danger psychologique ne vient pas de comportements extrêmes. Parfois, il vient de ce qui semble trop parfait. Le sourire toujours prêt, la posture impeccable, l'image irréprochable. Nous vivons dans une ère d'apparence, où être compte moins que paraître. Pour Jung, c'était un problème sérieux, car lorsqu'un homme s'identifie trop à sa persona, le masque social qu'il utilise pour s'adapter au monde, il risque de se déconnecter complètement de son essence. Et celui qui vit pour le masque ne se perd pas seulement lui-même, il commence aussi à déformer tous ceux qui l'entourent. Dans L'ego et l'inconscient, Jung affirme que la persona est ce qu'un homme n'est pas, mais ce que lui et les autres pensent qu'il est. En d'autres termes, une construction artificielle façonnée par les attentes sociales, familiales et professionnelles. En soi, la personne n'est pas une erreur, nous l'utilisons tous. Elle nous permet de remplir des rôles sociaux, médecin, enseignant, frère, ami. Le problème commence lorsque quelqu'un croit n'être que cela, lorsque le masque colle au visage et que tout ce qui est spontané, vulnérable et authentique est enfermé dans le sous-sol de la psyché. Le cas porteur de la persona est le maître de la superficialité fonctionnelle. Il dit ce que les autres veulent entendre, se comporte de la bonne manière, évite les conflits à tout prix. Mais derrière le rideau du contrôle, il y a une âme en ruine. Car plus il soutient l'image, plus il étouffe son soi véritable. Et cette répression, tôt ou tard, exige son prix. Pour celui qui vit avec ce type de personne, l'impact est profond.
Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne peux pas dire quoi. Il manque de spontanéité, de vérité, de profondeur dans les interactions. Tout semble répété. Et pire, le porteur de la persona projette aussi cette exigence de perfection sur toi. Il attend que tu joues un rôle, que tu t'intègres, que tu collabores à ce théâtre. Si tu exprimes quelque chose hors du script, une émotion intense, un doute, une douleur, il se retire, devient mal à l'aise, se ferme, car tout ce qui lui rappelle ce qu'il refoule en lui devient insupportable. Jung a averti que ce type d'identification avec la persona est l'une des plus grandes menaces pour le processus d'individuation, le chemin de la connaissance de soi et de l'intégration de l'inconscient. Pour lui, le vrai danger commence lorsque l'individu est hypnotisé par le rôle qu'il joue, croyant qu'il est ce que les autres voient. Et c'est exactement là que réside le risque. Quand un homme vit uniquement pour être accepté, reconnu, loué, il devient l'otage de sa propre façade, et tout ce qui est authentique meurt, étouffé sous le vernis. Vivre avec quelqu'un comme lui peut te pousser à douter de ta propre spontanéité. Tu commences à te censurer, à peser tes mots, à cacher des parties de toi qui ne correspondent pas au récit idéal. Peu à peu, toi aussi, tu commences à porter un masque, sans même t'en rendre compte. Coexister avec un porteur de la persona n'est pas seulement artificiel, c'est contagieux. Mais il y a quelque chose de plus sombre encore. Car lorsqu'un homme réprime ce qu'il ressent, pense et désire pendant trop longtemps, cela ne disparaît pas. Cela s'accumule, fermente dans l'inconscient, jusqu'à se transformer en ombre. Et alors, nous entrons dans un territoire encore plus dangereux, celui des émotions niées qui reviennent avec une force explosive. Dans la section suivante, nous plongerons dans la figure du Saox, propriétaire de l'ombre refoulée, celui qui refuse de voir son propre côté sombre jusqu'à ce qu'il explose. Il existe un type d'homme qui vit de manière contrôlée, polie, retenue, toujours correct, toujours modéré, toujours courtois. Mais derrière ce vernis d'équilibre se cache une force sur le point de se libérer. Car tout ce qu'il considère comme mauvais, laid ou inacceptable est simplement relégué dans le sous-sol de son âme. Ce n'est ni surmonté ni transformé, c'est simplement refoulé. C'est l'essence du propriétaire de l'ombre refoulée, quelqu'un qui essaie d'être lumière tout le temps, jusqu'à ce que l'obscurité prenne le contrôle. Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à comprendre l'ombre. Dans Aion, il affirme « L'ombre est tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même, et qui pourtant insiste pour se manifester d'une manière ou d'une autre. Nous ne parlons pas de quelque chose d'externe. L'ombre n'est pas le mal du monde, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'ennemi. L'ombre est interne. C'est la haine que tu n'admets pas ressentir, l'envie que tu rationalises, la sexualité que tu réprimes, l'ambition que tu déguises en humilité. Tout ce que tu rejettes en toi ne disparaît pas, cela se transforme en ombre. Et comme Jung l'a enseigné, ce que tu ne rends pas conscient dirige ta vie, et tu appelles cela le destin. Le propriétaire de l'ombre refoulée ne semble pas dangereux au premier abord. Au contraire, il est souvent admiré, discipliné, gentil, serviable. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il ne tolère pas la faiblesse chez les autres, réagit mal à la spontanéité, est dérangé par les émotions intenses. Il semble toujours chargé, mais n'explose jamais, jusqu'à ce qu'il le fasse. Et quand cela arrive, c'est dévastateur. Cet homme vit dans une vigilance émotionnelle constante. Il ne s'autorise pas à ressentir, et pour cette raison, il condamne ceux qui le font. Il ne s'autorise pas à faillir, et pour cette raison, il attaque ceux qui le font. Il devient moralisateur, exigeant, contrôlant. Mais tout cela n'est qu'une tentative de garder l'inconscient sous contrôle. Jung était clair. Plus la persona est forte, plus l'ombre est refoulée, et plus l'ombre est refoulée, plus sa manifestation sera brutale. Tu peux repérer ce schéma chez ceux qui ont des réactions disproportionnées, qui explosent pour des broutilles, qui gardent rancune pendant des années, qui sabotent des relations de manière passive-agressive. Ce sont ces fameuses personnes difficiles que personne ne comprend, amères, rancunières, critiques. La réponse réside dans l'ombre non intégrée, non reconnue, non acceptée.
Et voici le point le plus important. L'ombre n'est pas seulement faite de mauvaises choses. Jung a précisé qu'elle contient aussi ton potentiel nié, ta créativité refoulée, ta force cachée. Mais quand l'ombre est ignorée, tout cela se transforme en poison, et ce poison contamine la relation, l'environnement, et surtout ceux qui sont les plus proches. Vivre avec le propriétaire de l'ombre refoulée, c'est comme vivre à côté d'un champ de mines émotionnelles. Tu ne sais jamais où tu mets les pieds avant d'être touché. Mais cette répression ne naît pas de nulle part. Souvent, elle est alimentée par une illusion de supériorité, par un idéal moral rigide qui transforme la culpabilité en outil de contrôle. C'est là que nous entrons dans la figure du prochain type, le contrôleur moral. Celui qui non seulement réprime ses propres désirs, mais te fait sentir coupable de vivre les tiens. Tous les bourreaux ne portent pas d'épée. Certains utilisent des croix, des règles, des dogmes et des phrases toutes faites. Ce sont ceux qui prétendent être guidés par l'éthique, la droiture et la moralité, mais qui, au fond, s'emprisonnent eux-mêmes et les autres dans une cage faite de culpabilité et de honte. Jung connaissait bien cet archétype. Pour lui, lorsque la moralité est utilisée comme une façade, elle devient l'une des formes les plus insidieuses de répression psychique. C'est le cas du contrôleur moral, celui qui, au lieu d'intégrer son ombre, la projette sur le comportement des autres et les condamne pour ce qu'il n'accepte pas en lui-même. Tu as certainement rencontré un homme comme lui. Ce sont ceux qui pointent souvent du doigt, mais ne regardent jamais en eux. Ils se positionnent comme une référence en matière de comportement, non pas parce qu'ils le sont vraiment, mais parce qu'ils ont désespérément besoin de maintenir une image de supériorité morale. Selon Jung, plus la répression est grande, plus le besoin de projeter l'ombre est intense. Et c'est exactement ce que fait le contrôleur moral. Il transforme les autres en pécheurs, déviants, immoraux, pour éviter d'affronter ses propres désirs, impulsions et contradictions. Le problème, c'est que, contrairement à un manipulateur émotionnel ordinaire, le contrôleur moral croit qu'il fait le bien. Il pense sincèrement qu'il corrige, sauve ou éduque l'autre. Cela rend son influence encore plus toxique, car elle est drapée d'autorité, de bonnes intentions et d'une fausse spiritualité. La critique s'accompagne de phrases comme « C'est pour ton bien, tu me remercieras plus tard » ou « Quelqu'un doit te dire la vérité ». Mais cette vérité n'est pas neutre, elle est chargée de projection. Dans Aion, Jung discute longuement de la figure du Christ et de l'Antéchrist comme archétype de la complétude et de la dissociation. Le contrôleur moral croit incarner la lumière, mais ignore complètement sa propre obscurité. Il projette le mal sur les autres pour maintenir l'illusion de pureté en lui-même. Cela le rend aveugle, dangereux, incapable de voir les nuances de l'âme humaine. Si tu vis près d'un homme comme lui, tu peux commencer à te sentir constamment coupable, comme si tu avais toujours tort, même quand tu ne fais que vivre. Tu te sens observé, jugé, diminué. Et ce qui est le plus pervers, c'est que souvent, tu intériorises ce jugement. Tu commences à réprimer des parties de toi qui sont naturelles, humaines, spontanées, et tu te conformes à un idéal qui n'est pas le tien. La moralité de l'autre devient ta prison. Cette dynamique est courante dans les familles, les religions et les environnements rigides, où l'obéissance est confondue avec la vertu. Jung voyait ce schéma comme une réelle menace pour le processus d'individuation, car là où il y a un moralisme excessif, il y a une absence de connaissance de soi. L'extrémiste moraliste ne veut pas la vérité, il veut le contrôle. Et quand il ne peut pas contrôler le monde extérieur, il commence à contrôler le monde intérieur de ceux qui l'entourent. Mais le contrôleur moral n'est pas le seul guidé par des forces inconscientes. Il existe un autre type, encore plus volatile, instable et imprévisible. Le complexé. Celui qui est complètement dominé par des contenus inconscients et réagit à partir d'eux comme une marionnette émotionnelle. Imagine vivre avec un homme qui, à un moment, est doux, affectueux, généreux, et l'instant d'après, explose de colère, se mure dans le silence ou t'accuse de quelque chose qui ne t'a jamais traversé l'esprit. Un compliment se transforme en exigence, une plaisanterie devient une agression, un geste d'affection est interprété comme une menace. Quoi que tu fasses,
On dirait que tu marches sur un terrain instable. C'est l'expérience de ceux qui vivent aux côtés d'un homme dominé par des deux complexes inconscients. Pour Jung, les complexes sont des noyaux autonomes d'émotions et de mémoire qui résident dans l'inconscient et peuvent prendre le contrôle de la conscience à tout moment. Ce sont comme des personnalités fragmentées en nous, créées par des traumatismes, des blessures psychiques et des expériences non résolues. Dans Type psychologique et l'ego et l'inconscient, Jung décrit comment ces complexes peuvent interférer directement avec le comportement d'un individu, le poussant à réagir non pas au présent, mais à des échos du passé. Un simple commentaire se connecte inconsciemment à un ancien abandon, un rejet ou une humiliation, et ceux qui sont à proximité en perdent le prix. L'homme complexé ne réalise pas qu'il est guidé par ses forces internes. Quand il réagit avec fureur, tristesse extrême ou ressentiment exagéré, il croit être rationnel, mais il ne l'est pas. Il revit des émotions non digérées, et le problème, c'est que cela ne se produit pas de manière constante, mais par à-coups. Il y a des explosions émotionnelles entrecoupées de moments de lucidité, d'affection ou de regret. Cela rend le lien avec une telle personne encore plus confus et addictif. Tu commences à penser, il n'est pas toujours comme ça, parfois il est merveilleux. Et c'est exactement ce qui te retient, car il y a des moments de connexion authentique, d'affection véritable. Mais ces moments sont suivis de ruptures imprévisibles, où tu te retrouves au milieu d'une tempête émotionnelle que tu ne comprends pas. Dans une tentative de rétablir l'harmonie, tu te plies, tu t'adaptes, tu te rétrécis. Tu commences à éviter certains sujets, à mesurer tes mots, à marcher sur des œufs, tout pour éviter de réveiller le monstre qui sommeille en l'autre. Mais voici la vérité brutale. Ce monstre n'est pas réveillé par toi. Il est toujours là, latent, affamé, attendant n'importe quel déclencheur pour émerger. Et quand il émerge, il consume tout autour de lui. Pour Jung, les complexes non reconnus finissent par coloniser la psyché. Ils parlent pour toi, ressentent pour toi, agissent pour toi. Dans le cas de l'homme complexé, cette prise de contrôle arrive fréquemment. Il peut être dominé par un complexe d'infériorité, de martyr, d'abandon, de persécution, chacun avec ses récits, ses émotions, ses exigences. Et plus tu essaies de maintenir la paix, plus tu nourris l'illusion qu'il est possible de contrôler l'incontrôlable. Être proche d'un homme comme lui, c'est vivre en alerte constante. Il n'y a jamais de stabilité émotionnelle. Le présent est toujours contaminé par des fantômes. Et tôt ou tard, tu commences à absorber ces fantômes. Tu commences à douter de toi, de ta mémoire, de tes sentiments. Et sans t'en rendre compte, toi aussi, tu es colonisé par l'inconscient de l'autre. Mais la partie la plus dangereuse est encore à venir. Car si l'homme complexé oscille entre des extrêmes émotionnels, il existe un autre type qui ne crie pas, n'explose pas, n'accuse pas, mais consomme ton énergie jusqu'à ce qu'il ne te reste rien. Certains hommes ne veulent pas ta présence, ils veulent ton énergie, et ils feront tout pour la drainer, non pas avec violence ni agression explicite, mais avec des demandes subtiles, un victimisme chronique, une dépendance émotionnelle camouflée en affection. C'est le vampire psychique, la forme la plus silencieuse et insidieuse de vidage émotionnel dont Carl Jung a averti, même s'il ne l'a pas nommé ainsi. Car dans le langage jungien, c'est le symbole de la relation symbiotique non résolue, le lien pathologique qui entrave la croissance psychique et dissout les contours du soi. Jung, dans divers passages de l'ego et l'inconscient et Ion, nous montre que l'une des plus grandes menaces pour le processus d'individuation, le chemin vers la complétude, ce sont les relations symbiotiques où deux personnes ne se reconnaissent pas comme des individus séparés, mais comme des extensions psychiques l'une de l'autre. Le vampire psychique vit précisément dans ce type de connexion. Il a besoin de ton attention constante, de ton réconfort quotidien, de ta disponibilité permanente. Mais derrière cette dépendance, il y a un vide qui n'est pas le tien et que tu ne pourras jamais combler. Tu commences par offrir du soutien, puis tu donnes du temps, puis tu tolères des abus émotionnels au nom de la compréhension, jusqu'à ce que tu réalises que toute ton énergie est drainée. Tu ne sais plus où l'autre s'arrête et où tu commences. L'épuisement est profond, il n'est pas seulement physique, il est existentiel. On dirait que ton âme est dévorée goutte à goutte,
jour après jour. Jung parlait d'hommes qui, incapables de se soutenir psychiquement, s'attachent aux autres comme des parasites émotionnels. Aussi cruel que cela puisse paraître, c'est la vérité. Le vampire psychique ne veut pas grandir, il veut être porté. Mais le danger ne réside pas seulement dans l'épuisement, il est dans la dissolution du soi. Tu commences à te sentir coupable de vouloir de l'espace, égoïste de vouloir du silence, froid de vouloir de la distance. Car le vampire psychique est un maître dans l'inversion des rôles. De victime, il devient accusateur. De dépendant, il devient manipulateur. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu vis pour éviter les crises, pour maintenir la paix, pour soutenir un lien qui te tue à l'intérieur. Jung nous offre un chemin, rendre l'inconscient conscient. Et cela s'applique aussi bien aux autres qu'à nous-mêmes. Car peut-être à un moment de ta vie, as-tu été un vampire psychique, un homme complexé ou un porteur de la persona. Aucun de nous n'est immunisé. Nous avons tous une ombre, nous avons tous de la douleur. La différence réside dans celui qui a le courage de regarder en lui et celui qui choisit de projeter ce poids sur les autres. Cette vidéo était un miroir, une plongée dans les dynamiques qui nous lient, nous blessent et nous maintiennent inconscients. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt à voir, à nommer, à te libérer. Et c'est la première et la plus puissante forme de liberté. Il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais de sortir de la position d'otage, de reprendre la souveraineté sur ta propre psyché. Maintenant, je veux que tu participes. Laisse dans les commentaires quel profil tu as rencontré et lequel, honnêtement, tu perçois en toi. Ton commentaire pourrait être le début d'une prise de conscience, la tienne et celle de ceux qui le liront. Et avant de partir, une note importante. La prochaine vidéo est tout aussi essentielle. Elle t'emmènera encore plus loin dans ce voyage de connaissance de soi. Alors, continue à regarder. Tu as besoin de voir, car plus nous mettons de lumière sur l'inconscient, moins il nous contrôle. À bientôt.